Bonjour. Comme vous le voyez, dans la série d'exercices qui va suivre, le thème est le moteur à courant continu. Alors, comme on vous l'a dit précédemment dans les leçons, le moteur à courant continu est constitué essentiellement de deux parties. Et ces deux parties-là sont séparées. C'est pour ça qu'on dit qu'il est à excitation indépendante. Là, vous voyez, on a le stator, qui est la partie fixe, et qui a pour rôle de créer un champ magnétique. Quant à l'induit, la partie tournante, on l'appelle induit et on l'appelle rotor, parce qu'il tourne. Les appellations stator et rotor, on les garde exclusivement pour le moteur asynchrone. Là, on dit inducteur et induit. Donc, le seul rôle, comme je l'ai dit, de l'inducteur, c'est de produire, de créer un champ magnétique, soit par un aimant permanent, naturel, c'est-à-dire pour les moteurs de faible puissance, soit par un électroaimant, c'est-à-dire une bobine, parcourue par un courant I et soumise à une tension U. Comme vous le voyez là, je vous rappelle que l'inducteur, ses grandeurs électriques sont en minuscules, alors que l'induit, c'est en majuscule. Et c'est important. Alors, lorsque le moteur tourne à l'intérieur du champ magnétique, il est soumis à une force appelée force de Laplace. Et il y a induction d'une FCEM E' égale à n phi. Petit n étant la fréquence de rotation, c'est-à-dire la vitesse en tours par seconde. E', c'est la FCEM qui est induite, comme on l'a dit, elle est en volts. N, c'est le nombre de spires, voilà, ou bien de conducteurs actifs. Phi, c'est le flux. Et là, je vous rappelle aussi qu'on travaille à excitation constante. C'est-à-dire que petit i, l'excitation, c'est l'inducteur. Petit i est constant, il nous donne un champ magnétique constant et par la suite un flux constant. Alors, le flux, bien sûr, il est en Weber. Sinon, le deuxième schéma, c'est un moteur à aimant permanent, là où disparaissent carrément les grandeurs électriques en minuscules. Là, c'est le schéma équivalent de l'induit. L'induit est équivalent à une résistance en série avec une FCEM. D'où la loi d'Ohm, U est égal à E' plus RI, et par la suite la deuxième fameuse formule de E' qui est égale à U moins RI. Donc il y a deux formules de E'. Alors, là, c'est le bilan de puissance. On sait que le moteur, il transforme une énergie électrique en une énergie mécanique. Nous, c'est avec les puissances qu'on travaille. C'est pour ça que tout est en watts et non pas en joules. On manipule les puissances et non pas l'énergie. De ce côté-là, on montre comment est constituée la puissance absorbée par tout le moteur. C'est PA grand I, la puissance absorbée par l'induit, à laquelle s'ajoute la puissance absorbée par l'inducteur, petit u, petit i. Et par la suite, on a PA est égal à grand I plus petit u, petit i. Là, on commence, parce qu'entre les deux, entre PA et PU, il y a les pertes. Les pertes, elles aussi, sont électriques et mécaniques. La partie électrique, on a PJ petit i, les pertes joules dans l'inducteur, qu'on appelle aussi PJS, ou bien pertes par excitation. Si jamais on vous dit que les pertes par excitation valent telle valeur, c'est-à-dire qu'on vous parle des pertes joules dans l'inducteur. Les pertes joules, c'est toujours la résistance multipliée par le courant au carré. Là, c'est en minuscule parce qu'on est dans l'inducteur. Et vu la loi d'Ohm de l'inducteur, petit u est égal à petit r fois petit i, donc RI carré devient petit u petit i. C'est-à-dire que la puissance de l'inducteur qui est rentrée par là, elle sort de l'autre côté sous forme de pertes joules. Ensuite, et toujours d'après le principe du bilan, là, lorsqu'on élimine petit u petit i de là, c'est-à-dire PA petit i, on obtient ici grand U grand I, c'est-à-dire PA grand I, de laquelle on enlève grand R I au carré et on obtient E', appelé puissance électrique utile. Utile parce que c'est la dernière puissance électrique dans le moteur. Et on l'appelle surtout PEM, puissance électromagnétique, qui a donc deux formules, soit E', soit TEM, le couple électromagnétique, fois oméga, qui est la vitesse de rotation angulaire. Ensuite, commence la partie mécanique, où il y a les pertes collectives.
appelées aussi pertes constantes, parce qu'elles sont constantes. Et dans la formule est essentiellement TP couple de perte fois oméga. Sinon, c'est par le bilan qu'on l'obtient, parce que PC, c'est PEU moins PU. Donc, côté couple, le couple de pertes sera égal à PC sur oméga. Là, c'est le bilan lorsque on est à aimant permanent. Regardez bien là. Lorsqu'on est à aimant permanent, tout ce qui est minuscule disparaît. C'est-à-dire qu'on commencera à partir de là. Parce que PA petit i, qui est UI minuscule, disparaît. Donc, on obtient ce bilan. Voilà. C'est le même, sauf que là, on commence avec la puissance absorbée par l'induit. À vide. Tout appareil fonctionnant à vide voit sa puissance utile s'annuler. Donc, PU est égal à 0. Par la suite, TU est égal à 0. Et d'après le bilan à vide, lorsqu'on vous dit à quoi sert le bilan à vide, c'est à déterminer les pertes constantes ou bien les pertes collectives. On a la formule UI0 moins RI0 carré. Si on met I0 en facteur, on obtient ceci. Et là, c'est E'0. Donc, la formule de PC, c'est aussi E'0 fois I0. Là, c'est les couples. Chaque couple voit sa puissance divisée par la vitesse angulaire. TEM, par exemple, c'est PEM ou bien PEU, c'est la même chose, divisé par oméga. Là, on travaille le couple en remplaçant PEU par E'I, E' par NNφ, et Nφ, c'est une constante. C'est une constante. Et là, on peut aller jusqu'à écrire, on va le faire tout à l'heure, que voilà, c'est ici. Alors, oméga, c'est 2πn, on simplifie par n, et on obtient une constante qui est nφ sur 2π fois i. Là, on l'appelle souvent K', mais dans un devoir ou dans l'examen, on peut l'appeler comme on veut. Même l'essentiel, c'est une constante, A, B, C, etc. Ensuite, il y a le couple utile, qui est la puissance utile divisée par oméga, c'est-à-dire 2πn, ou bien, à partir du bilan, on sait que, plutôt, PU est égal à PEU moins PC. Ensuite, on a le couple électromagnétique, qui est la somme du couple utile et du couple de perte. Par la suite, TP, c'est égal à TEM moins TU. Voilà. TP, c'est le moment du couple de perte. PC, on l'a vu précédemment là. Le rendement du moteur, c'est toujours la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, c'est-à-dire PU sur PA. Comme on travaille à excitation constante et que E' est égal à K fois N, une constante fois N, c'est-à-dire Nφ fois N, on dit que la FCEM et la vitesse sont proportionnelles. Et par la suite, mathématiquement, on se permet d'utiliser éventuellement la règle de 3 au cas où on nous change, par exemple, la charge, le courant. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir une nouvelle vitesse. Et quand on vous demande cette nouvelle vitesse, vous pouvez utiliser la règle de 3. Le moteur, pour le moteur, on réalise 3 essais. Il y a l'essai à vide, qui permet de déterminer les pertes constantes. Il y a l'essai en charge. Et il y a l'essai sous tension continue, qu'on appelle méthode voltampémétrique à rotor bloqué. Alors, on soumet le moteur à une source de tension continue. Là, on a un ampèremètre pour mesurer le courant, un voltmètre pour la tension. On laisse tourner le rotor, ensuite on le bloque. Lorsqu'on le bloque, la vitesse s'annule. Et par la suite, E', bien sûr, s'annule, parce que E', c'est égal à une constante fois N. Et comme E' est égal à U moins RI, c'est égal à 0, donc on va avoir R est égal à U sur I. Là, c'est une méthode qui nous permet de déterminer la résistance de l'induit. Les caractéristiques, on a 3. La caractéristique de vitesse, N en fonction de I, à excitation constante bien sûr. TU en fonction de I, à tension et à excitation constante aussi. Ensuite, il y a la troisième qui est toujours déduite des deux précédentes. Comme vous le voyez ici, N c'est en fonction de I, TU c'est en fonction de I. Si jamais je veux avoir TU en fonction de N, qu'est-ce que je fais?
j'exprime TU en fonction de I, ensuite j'exprime I avec N, ensuite je remplace I ici, et j'obtiens TU en fonction de N. On va le voir dans l'exercice tout à l'heure. Alors, variation de la vitesse. Comme vous le savez certainement, que les moteurs électriques peuvent être utilisés dans les métros, dans les motos, dans les voitures. Donc, il nous faut un accélérateur, un variateur de vitesse. Le variateur de vitesse, il est ici représenté par un hacheur série. Hacheur, haché, comme la viande hachée. On va hacher la tension parce qu'on sait que N est égal à U moins RI sur N phi pour faire varier la vitesse. Là, on va exclusivement ici, on va négliger RI parce que R est très faible devant U. Alors, et on va avoir U sur N phi. Comme ça, c'est une constante. Et même si c'était une variable, on a toujours, on ne veut pas faire varier le flux parce que si on baisse le flux jusqu'à une certaine valeur proche de 0, on risque l'emballement. Donc, on agit exclusivement sur U. Donc, pour faire varier la vitesse, on agit sur la tension. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une tension fixe ici qu'on va hacher. On va la couper en plusieurs morceaux pour avoir une tension variable et par la suite pour faire varier la vitesse. Alors, le hacheur, c'est ça. C'est uniquement ça. Ça, c'est un contact H qui va se fermer et s'ouvrir. Donc, le hacheur, c'est ça. C'est cet interrupteur électronique, et j'aurais envie de dire automatique, protégé par cette diode. Cet interrupteur-là, ça peut être un thyristor ou bien un transistor. L'essentiel, c'est que cet interrupteur-là, il conduit, il est fermé entre 0 et ce qu'on appelle alpha t, alpha étant, comme vous le savez déjà, le rapport cyclique, et il est ouvert entre alpha t et t. Et là, bien sûr, lorsqu'il est fermé, la tension prend la valeur de E, comme vous le voyez ici, et lorsqu'il est ouvert, elle prend 0. En ce qui concerne le courant, et vous allez voir tout à l'heure dans l'exercice, on va travailler avec la loi des mailles et la loi des nœuds, le courant IM, il va être égal à ID plus IH. Et vous savez bien que si jamais ce contact-là est ouvert, IH sera égal à 0. Donc le moteur va fonctionner avec ID. IM sera égal à ID. Voilà. Donc là, H, c'est soit un transistor, soit un thyristor. Alors, le rapport cyclique alpha, je rappelle les formules ici, c'est alpha égale à T1, le temps de conduction, sur T, qui est la période. Alors, voilà, T1, c'est alpha T. Alpha, c'est compris entre 0 et 1. Regardez bien. Là, c'est alpha t. Si je la ramène ici, alpha sera égal à 0. Si je la ramène à t, alpha sera égal à 1. Donc, le rapport cyclique alpha, il varie entre 0 et 1. U moyenne, on écrit comme ça ou bien comme ça. C'est alpha E. C'est toujours alpha fois la valeur fixe de la tension d'entrée, c'est-à-dire. Comme alpha varie entre 0 et 1, donc U moyenne va varier entre 0 et E, et c'est pour ça qu'on vous dit que la tension moyenne, elle est hachée parce qu'elle varie de 0 à maximum E. Et ça, c'est la définition même du hacheur série. C'est lorsque la tension du moteur est inférieure ou égale à la tension fixe. Et par la suite, donc, c'est la vitesse qui en découle. Là, vous voyez les courbes. Là, c'est lorsqu'il conduit entre 0 et T1 qui correspond à alpha T. On a U prend E, sinon elle prend 0. Là, on a la tension du hacheur, UH. Regardez bien. On revient à la... Voilà. Là, UH, c'est la tension qui est là. Lorsque H est fermé, ça conduit, donc c'est un fil, donc UH est égal à 0, et U prend E,
Et lorsque c'est ouvert, c'est E qui prend 0, plutôt c'est U qui prend 0, et UH prend E, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc, UH et E ont des courbes inversées. En ce qui concerne le courant, lorsque H conduit, IH existe. Ah. Lorsque H est ouvert, IH est égal à 0 et IM prend ID. Lorsqu'on additionne les deux, parce que d'après la loi des nœuds, I est égal à IH plus ID, on obtient un courant ondulé. Un courant ondulé, l'ondulation c'est ça, c'est Imax moins Imin, là. Sinon, la valeur moyenne du courant c'est Imax plus Imin divisé par 2. Voilà. Et là, comme on veut avoir un courant continu, on doit diminuer cette ondulation pour avoir un courant le plus continu possible. Et là, pour diminuer l'ondulation, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on lisse le courant. Ceci se fait via la bobine qui est insérée avec le moteur, en augmentant l'inductance L. Sinon, on augmente la fréquence de hachage, ou bien on dit qu'on diminue la période de hachage. Donc, comme on a dit, l'ondulation, c'est delta I, c'est Imax moins Imin, et I moyen, c'est Imax plus Imin divisé par 2. Ah. On va attaquer les applications. On vous donne un moteur à courant continu à excitation indépendante dont la caractéristique mécanique est donnée par l'équation suivante. Vous voyez là que c'est de la forme Y égale à moins AX plus B. C'est une droite affine de pente négative ou bien décroissante. Mais là, comme j'ai dit, ça c'est l'axe des Y, donc ça c'est Y. Ça c'est X. Alors on vous demande de tracer cette caractéristique, c'est très simple. On prend deux valeurs de n. J'ai pris 1450 et 1500. J'ai obtenu TU pour chaque valeur et j'ai obtenu cette droite. Alors 1500, ensuite 1450 pour avoir ça. Alors ça c'est TU donc. Ensuite, on vous dit que le produit enlevé par ce moteur présente un couple résistant constant dont la valeur ETR est égale à 2,375. Tracé TR. À partir de cette échelle, on fait même une règle de 3 pour avoir ici 2,375. Et on trace. Voilà. Là, le point d'intersection, c'est le point de fonctionnement. Donc ça, c'est TR. Là, on l'appelle point de fonctionnement. On l'appelle aussi régime, c'est-à-dire, on peut vous dire, déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement. C'est là. Ou bien, déterminer les coordonnées en régime établi. Ça veut dire point de fonctionnement. Sinon, on peut même vous dire, déterminer la vitesse et le couple du groupe, parce que au point de fonctionnement, la charge et le moteur ne font qu'un. C'est un groupe, c'est un ensemble. Alors, on nous a demandé donc les coordonnées du point de fonctionnement. Vous voyez bien que TU là est égal à TR, donc TU sera égal à 2,375, et là, vous allez voir que c'est 1460. Voilà. Donc ça me donne un couple et une vitesse. La vitesse c'est 1460, le couple c'est 2,375, parce qu'au point de fonctionnement, TU est égal à TR. Alors, on passe à la question suivante. Calculer la puissance utile fournie par le moteur qui est PU. Là, dans le moteur, tout ce qui est puissance, tout ce qui est perte, chacune de ces grandeurs a pratiquement trois méthodes, disons, pour les déterminer. Par exemple, PU, je peux la déterminer à partir du bilan. J'ai PEM moins PC. Sinon, c'est à partir du couple, parce que PU, c'était U fois oméga. Sinon,
c'est par le rendement. Parce que je sais que le rendement, c'est PU sur PA. Donc PU, c'est PA fois le rendement. On va voir. Là, comme on a le couple, on va la calculer à partir du couple. Donc, c'est TU fois oméga, donc TU fois 2πn. N, je l'ai aussi, 1460, que je dois bien sûr diviser par 60 parce que l'unité internationale de la vitesse pour avoir la puissance en watts, c'est les tours par seconde. Donc, j'obtiens une puissance utile de 363,11. Maintenant, on me dit de déduire la puissance absorbée. 3 méthodes aussi. Soit par le couple, soit par le couple, soit par, plutôt, PA, soit par la règle UI plus petit u petit i, sinon par le bilan, c'est PU plus la somme des pertes, sinon c'est par le rendement, puisqu'on m'a donné ici le rendement. PU, je sais que PU sur PA, c'est le rendement, voilà, donc PA, c'est PU sur le rendement. Faites attention à une chose, il y a des fois où on vous donne le rendement en pourcent, 85%, il y a des élèves qui se trompent et qui utilisent le 85, sachant que le rendement ne dépasse jamais 1, jamais. Il n'arrive même pas à 1. Donc, j'ai fait mon calcul et j'ai obtenu une puissance absorbée de 427,18. Bien sûr, parce que vous allez vérifier vos résultats, faites attention à ce que PA ne dépasse pas beaucoup par rapport à PU et que PA est toujours supérieur à PU. C'est pour ça que le rendement, il est toujours inférieur à 1. Il est entre 0 et 1. Là, on vous demande la puissance absorbée par l'inducteur, Px. On l'appelle Px, puissance de l'excitateur, qui est l'inducteur. C'est en même temps les pertes joules par excitation dans l'inducteur, parce que je sais que RI carré PJS, qui sont les pertes joules statoriques, est égal aussi à petit u petit i, qui est la puissance absorbée par l'inducteur, Px. Là, on vous dit que ça représente 5% de la puissance absorbée. C'est-à-dire que Px est égal à 5 fois Pa divisé par 100. Donc, calculer l'intensité du courant traversant l'inducteur. Je vous rappelle que l'inducteur, il absorbe un courant petit i, qui va nous donner le champ magnétique, sous une tension de 24 volts, qui est petit i aussi. Voilà. Alors, Px, comme je vous l'ai dit, c'est PJS, c'est petit r fois petit i au carré, c'est UI minuscule. Donc, I est tout simplement égal à Px sur petit u qu'on nous a donné, 24 volts. Px, comme je vous l'ai dit, c'est 5 Pa sur 100, parce que c'est 5% de Pa. Donc, petit i sera égal à, ouais bien, 0,89 ampères. Maintenant, on vous demande de calculer les pertes collectives, qui sont appelées aussi pertes constantes, PC, sachant que la puissance électromagnétique PEM, appelée aussi PEU, puissance électrique utile, est égale à 395,11. Alors, PC aussi a 3 méthodes. PC, elle est égale à TP fois oméga. PC est égal à E'0 fois I0, lors de l'essai à vide, mais lorsqu'on calcule PC à partir de l'essai à vide, elle est valable dans l'essai en charge. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est les pertes constantes. Donc PC est égal à PEM moins PU d'après le bilan, et c'est égal à 32 watts. Maintenant, on va passer à la partie hacheur. L'induit du moteur M2 est alimenté à travers un hacheur série. Je vous rappelle que la définition même du hacheur série, c'est lorsque la tension d'entrée fixe est supérieure ou égale à la tension de sortie. Donc, voici le hacheur. Là, j'ai mis le thyristor qui remplace le contact. Là, c'est la diode de protection de ce hacheur, de ce thyristor plutôt. Et là, on vous dit souvent dans les exercices, entourer le hacheur. Vous devez entourer ça. La diode plus le transistor. Sinon, c'est un thyristor. Alors, on vous donne ces courbes-là. Et on vous dit de donner le rôle de la diode et de la bobine. La diode, comme on l'a dit tout à l'heure, elle protège. Là, on l'a appelé H.
vous pouvez tout simplement dire protège H, ou bien protège le transistor. L, c'est la bobine de lissage. Elle lisse le courant. Elle va lisser le courant. Elle va, c'est-à-dire, essayer de diminuer cette ondulation. Alors, j'ai fait une petite analyse ici qui va vous permettre de comprendre la suite. Alors, lorsque H est fermé, c'est-à-dire le transistor, il est saturé, c'est-à-dire il conduit, il est fermé. C'est entre 0 et alpha T. Dans ce cas-là, IH existe et il va alimenter le moteur. Et ID sera égal à 0. Sachant que là, dans la loi des nœuds, GIM est égal à IH plus ID. Lorsque IH existe, ID n'existe pas, donc IH prend IM, et lorsque ce transistor est bloqué, donc par la suite, IH va être égal à 0, et c'est ID qui va prendre le relais et qui va alimenter le moteur, donc IM sera égal à ID. Côté tension maintenant, il y a la loi des mailles. Là, sur la loi des mailles, normalement je prends UM, mais j'ai pris UD parce que je sais qu'après, dans le tableau, il va travailler sur UD. Donc, de toute façon, c'est la même tension. Donc là, je fais cette maille-là, donc UD plus UH moins E est égal à 0. Et par la suite, lorsque H est saturé, c'est-à-dire qu'il conduit, entre 0 et alpha T encore une fois, là c'est un conducteur, c'est un fil, et une tension c'est une différence de potentiel. On ne peut pas l'avoir s'il n'y a pas une différence entre deux points. C'est pour ça que UH sera égal à 0. Et par la suite, là, moins E, on l'amène par là, et UD sera égal à E, là. Lorsqu'il est ouvert, il n'y a aucune tension qui peut arriver ici à UD, donc UD va prendre 0, et par la suite, c'est UH qui prend E. Donc vous voyez bien que la tension aux bornes de la diode et la tension du transistor, c'est-à-dire ça, en des courbes inversées. Lorsque celle-là existe, l'autre est nulle, et vice-versa. Donc, on va commencer par le rôle de la diode, comme on l'a dit. Elle protège H. Voilà. C'est une diode à roue libre, on l'appelle. Elle protège H. Pour la bobine, c'est une bobine qui va permettre, entre autres, de lisser le courant. Donc, c'est une bobine de lissage. Voilà, c'est une bobine de lissage. Elle lisse le courant. Alors, regardez bien. Là, on va interpréter ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'analyse. Voilà. Alors, là, lorsqu'il conduit entre 0 et alpha T, on a UD est égal à E, UH est égal à 0, ID est égal à 0, et IH prend IM. Donc là, alors, lorsqu'il est fermé, IH prend IM, ID prend 0, UH prend 0 et UD prend E. Lorsqu'il est ouvert, ça s'inverse, IH va prendre 0, ID prend IM, UH prend E, et UD est nul. Voilà. Ensuite, on vous demande de tracer. Vous interprétez le tableau, tout simplement. Lorsqu'il conduit entre 0 et alpha T, UH prend 0. Entre alpha T et T, elle prend E. Et là, en inverse, pour avoir UD. Regardez bien. J'ai remis la même analyse ici. Alors, regardez bien. Il est fermé, saturé entre 0 et alpha T. Là, UH prend 0 et UD prend E. Lorsqu'il ne conduit pas, il est ouvert, il est bloqué, c'est UD qui prend 0 et UH prend E. On va voir. Voilà. Donc, vous voyez bien que entre 0 et alpha T, UH prend 0. Entre alpha T et T, UH prend E. Ensuite, UD, entre 0 et alpha T, elle prend E, et entre alpha T et T, elle prend 0. Voilà. Voilà. Pour le courant, lorsque
le transistor est saturé, c'est-à-dire qu'il conduit, ID prend 0 et IH existe. Voilà, on a IH. Bien sûr, ça varie entre Imin et Imax à partir du moment où c'est un circuit inductif. Voilà. Sinon, entre alpha t et t, vous voyez bien là-bas, le courant IH prend 0. ID, quant à lui, lorsque c'est fermé, ID prend 0, vous voyez bien, et lorsque c'est ouvert, ID existe. Voilà. Maintenant, on vous demande la fréquence de hachage. On sait que F, c'est 1 sur T. Alors, regardez bien là, pour la période, on a 5 divisions, 1, 2, 3, 4 et 5, et on a l'échelle qui dit 0,4 millisecondes par division. C'est-à-dire que T est égal à 2 millisecondes, 5 fois 0,4. 2 millisecondes, c'est 2 10 puissance moins 3. En ce qui concerne le courant, on a Imin, 2 carreaux, donc 2 fois 4, ça fait 8 ampères. Imax, 3 carreaux et demi fois 4, ça me fait 14 ampères. En ce qui concerne la tension E, qui est égale à UM, bien sûr, elle est égale à UD, donc par la suite à UM, on a 1, 2, 3, 4 et 5 carreaux, fois 5, ça fait 25. Donc on revient. Voilà. Ben. Donc, on a vu que T, c'était égal à 1 sur... FH, c'est égal à 1 sur T. T est égal à 2 millisecondes, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, 1 sur 2 10 puissance moins 3, donc 500 Hz. La tension fixe, on l'a vu tout à l'heure, 5 divisions fois 5 volts, parce qu'on a 5 volts par division, ça me fait 25 volts. Alpha, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est alpha T sur T. Alpha T, on peut même travailler avec les carreaux, sinon avec les millisecondes. Donc, alpha T, c'est 3, T, 5, donc 3 sur 5, ça me fait 0,6. C'est une grandeur sans unité. La tension moyenne, U moyenne, on l'a vu tout à l'heure, c'est alpha fois U fixe. U fixe, on l'a appelé E, donc ça va être alpha E. Donc 0,6 fois 25, ça me fait 15 volts. Les courants, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'était 4 volts par division, 2 carreaux pour Imin, donc 8 ampères, 3 carreaux et demi pour Imax, donc 14 ampères. Voilà. Donc, I moyenne, c'est Imax plus Imin divisé par 2. C'est égal à 11 ampères, parce que 8 plus 14, ça fait 22 divisé par 2, ça fait 11. Et l'ondulation, Imax moins Imin, 14 moins 8, ça fait 6 ampères. Voilà. Maintenant, l'exercice numéro 2. On vous dit qu'un moteur à courant continu à excitation indépendante dans la résistance de l'induit et R est égal à 1 ohm a subi les essais suivants. On a l'essai à vide et l'essai en charge. Là, je vous rappelle encore une fois que les grandeurs de la plaque signalétique du moteur sont appelées grandeurs nominales. Donc là, c'est pour ça qu'on vous demande les FCEM à vide E'0 et nominal E' de ce moteur. Donc, on sait que la FCEM, c'est U moins RI. À vide, on va avoir E'0 et donc I0. 200 fois 1, c'est-à-dire la résistance, fois 2, qui est I0. Ça me donne 198 volts. Là, E' nominal, c'est à partir des grandeurs de la plaque. 200 moins 1 fois 14, ça me donne 186 volts. Les pertes par effet Joule dans l'induit et dans l'inducteur, et là, on se base sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les grandeurs de l'induit sont en majuscule et celles de l'inducteur sont en minuscule. Et je vous rappelle aussi que pour l'inducteur, on peut les appeler pertes Joule dans l'inducteur, pertes Joule statorique ou bien perte par excitation. Et là, il y a quelques conseils que je vais vous donner tout à l'heure à propos de ça. Donc, les pertes Joule, dans les conditions nominales, c'est-à-dire à partir de la plaque. PJR, c'est en majuscule, et on sait toujours que les pertes Joule, c'est la résistance fois le courant qui traverse le conducteur
au carré, 1 fois 14 au carré, 196 watts. PJ, petit i, appelé PJX, appelé PJS, c'est RI carré, c'est aussi petit u fois petit i, c'est 180 fois 0,5, 90 watts. Les pertes collectives, appelées communément les pertes constantes, je vous l'ai dit tout à l'heure, que chaque grandeur avait pratiquement 3 méthodes. PC, c'est E'0, I0, c'est PEM moins PU, et c'est TP fois oméga. Là, comme on a plutôt laissé à vide, on l'a utilisé. E'0 fois I0, c'est 198 fois 2, ça me fait 396 watts. Alors, le moment du couple de pertes. Là, TP, on l'a dit aussi, c'est PC sur oméga. Moi, je dis toujours que chaque moment du couple, ou bien chaque couple, c'est sa puissance sur oméga. TU, c'est PU sur oméga. TEM, c'est PEM sur oméga. Et TP, comme c'est un couple de pertes, c'est PC, qui sont les pertes constantes, sur oméga. Et je vais faire le calcul à partir de ce que j'ai trouvé là-bas. Donc, je trouve un couple de pertes de 3,15 et le couple est en newton-mètre. La puissance absorbée par le moteur. Ben, alors, PA, c'est la puissance absorbée par l'induit, à laquelle on ajoute la puissance absorbée par l'inducteur, ça me donne, à partir de ce calcul, 2890 watts. Maintenant, les caractéristiques. La puissance utile du moteur avant. PU, d'après le bilan, c'est PEM moins PC. PEM, c'est E', donc moins PC. Alors, ça me fait 2208 watts. Et là, à chaque fois que vous faites un calcul, faites attention, parce que par ordre de valeur, PA est supérieur à PEM et PEM est supérieur à PU. Alors, le moment du couple utile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque moment du couple est égal à sa puissance sur oméga. Donc là, ce sera PU, voilà, sur oméga. Oméga, bien sûr, c'est toujours 2πn. 2πn, n étant donné en tours par minute, on doit absolument la diviser par 60 et on peut donc remonter le 60 en haut et ça devient PU fois 60 sur 2πn en tours par minute. Là, c'est une question qui revient souvent, montrer que E' est égal à K1 fois N. K1 étant une constante. À calculer, on va voir en quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comme on travaille à excitation constante, E' est égal à N, grand N, phi fois petit n. Grand N, c'est le nombre de spires, on l'a expliqué tout à l'heure. Phi, le flux qui est donné par le courant petit i, qui est constant, c'est pour ça qu'on dit excitation constante. Donc, on a N phi est constante et on va l'appeler K. Alors, N phi, grand N phi est une constante, on a appelé K1, donc E' est égal à K1 fois N. K1 est une constante à calculer en Weber. D'une part, K1 c'est grand N phi, donc grand N c'est sans unité, c'est nombre de spires. Phi c'est en Weber, c'est pour ça que K1 sera en Weber. Bien sûr, pour obtenir K1 en Weber, E' doit être en volts et N en tours par seconde. C'est pour ça que là aussi on divise par 60, ou peut-être là 60 en haut. Donc c'est 9,3 Weber. Alors maintenant on vous dit, montrer que le couple électromagnétique peut se mettre sous la forme TEM égale à K2 fois I, K2 étant une constante à calculer. Et on va tracer la caractéristique. Donc TEM, c'est PEM fois oméga, comme vous le voyez. PEM, c'est E' fois I, sur 2πn. À chaque fois qu'on vous dit de démontrer, ou bien qu'on vous donne que E' est égal à K1 fois N, vous l'utilisez comme ça. Vous ne l'utilisez pas sous forme de N phi fois N, donc sous forme de K1 fois N. PEM, donc, comme on l'a dit, c'est E' fois I sur 2πn. C'est K1 fois N sur 2πn. On simplifie par N, donc on obtient K1 sur 2π fois I. Voilà. Donc, K2 par identification sera K1 sur 2π. Donc, avec K2 égale à K1 sur 2π, c'est 9,3 sur 2π, c'est 1,48 Weber. Donc, on va dire que TEM est donc égal
à 1,48, qui est la constante K2, multiplié par I. C'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Vu que c'est de la forme Y égale à AX, Y et X. Donc, on va prendre ce point-là, 15 fois 1,48, ça me donne 22,2. Donc, je place mon point et je trace. Voilà, c'est une droite linéaire passant par l'origine. Et on dit bien sûr que le couple électromagnétique est proportionnel au courant. Maintenant, parce que, regardez bien, les caractéristiques sont sous forme de 3 caractéristiques en fonction du courant, N égale F de I, de TEM aussi en fonction de I, et on déduit toujours TEM en fonction de N. Alors, on va tracer maintenant, ou plutôt montrer que N peut se mettre sous la forme AI plus B. Dès qu'on vous dit montrer que N peut se mettre sous telle forme, vous partez toujours de la formule de N. La seule formule de N qu'on a, c'est en fonction de la FCEM. N égale à E' sur K1. E', c'est U moins RI. Là, vous voyez qu'on a introduit le courant. Comme le moins est en haut, on peut les diviser. C'est U sur K1 moins R sur K1 fois I. Donc, par analogie, c'est bien de la forme AI plus B, avec A est égal, c'est celle qui est devant I, moins R sur K1, et B sera égal U sur K1. Voilà. On va calculer A et B. Le A, c'est moins R sur K1, c'est moins 1 sur 9,3, c'est moins 0,1, et l'unité, c'est ohm, Weber moins 1, ou bien ohm par Weber. B, c'est égal à U sur K1, donc c'est 200 sur 9,3, c'est 21,5 volts cette fois-ci par Weber. Donc, à chaque fois que vous calculez des valeurs, mettez votre grandeur sous sa forme numérique. C'est-à-dire que n est égal à moins 0,1 plus 21,5. Lorsqu'on veut la tracer ici, on va prendre i égale à 0. Donc n sera égal à 21,5, c'est là. Voilà le point. On prend 20. 20 fois 0,1, ça fait moins 2, plus 21,5, ça me fait 19,5. C'est ce point-là. Et on trace. On dit que la vitesse décroît légèrement en fonction du courant. Voilà. Maintenant, on va déduire, et c'est ce qu'on fait toujours. On a N en fonction de I, on a TEM en fonction de I, on déduit TEM en fonction de N. Là, on m'a demandé TEM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous partez de la formule de TEM. Mais là, on va partir de ce qu'on a trouvé précédemment. On ne va pas refaire PEM sur oméga, etc. On part de 1,48 fois I. Là, on doit introduire N. Et on sait que N est en fonction de I. Donc, on va faire ça. On va exprimer I à partir de N. C'est égal à 21,5 moins N sur 0,1. Donc, ça me donne moins 10, moins 1 sur 0,1, ça fait moins 10, N, plus 21,5 sur 0,1, ça me fait 215. Maintenant, ce I, on va le multiplier plutôt par 1,48 pour obtenir le couple en fonction de la vitesse. Voilà. Donc, on obtient moins 14,8 N plus 318,2. On prend deux valeurs de N, là, 20 et 21. On obtient nos points, là. Là, c'est dans les 22 aussi. Là, c'est 7,4. Donc, on va tracer, et ce sera bien sûr, comme vous le voyez là-bas, une droite affine de pente négative, yani décroissante. Voilà. Là, c'est TEM en fonction de I. Lorsqu'on va nous demander tout à l'heure, regardez, lorsqu'on va nous demander de tracer le couple résistant pour avoir le point de fonctionnement en régime établi, on sait que l'intersection du couple résistant doit se faire avec le couple utile. C'est pour ça que je me suis proposé de tracer le couple utile sans qu'on me l'ait demandé. Je sais que TEM est parallèle à TE et qu'entre les deux, il y a le couple de perte. Le couple de perte, on me l'a donné, il est constant.
Et pourquoi TU est parallèle à TEM? Parce que TEM, c'est égal à TU plus TP. Comme TP est constant, et comme TEM, c'est une droite, donc automatiquement, TU sera une droite qui est parallèle, qui est en dessous de TEM, parce que TU est tout simplement inférieur à TEM. Comment j'ai fait pour tracer ça? J'ai pris un point ici. Et à partir de cette échelle-là, j'ai diminué, voilà, j'ai ôté plutôt 3 Nm, c'est-à-dire 6 petites divisions. Ensuite, j'ai tracé une droite parallèle. Là, je vais tracer TR, on me l'a donné aussi, c'est égal à 5n moins 95. J'ai pris n égale à 20, ça me fait 100 moins 95, c'est-à-dire 5. Voilà, 5. Ensuite, 21 fois 5, ça fait 105, moins 95, ça me fait 10. Donc, là, c'est 10. Là, je vais tracer TR. Ah, 10. Voilà, ça, c'est TR. Donc, le régime établi, ou bien le point de fonctionnement, c'est l'intersection toujours de TU avec TR. Donc, lorsqu'on me demande les coordonnées, là, c'est le point de fonctionnement. Donc, je trace pour avoir N, ensuite pour avoir TU, et j'obtiens 20,7 et 8,5. Là, je me suis permis de vous préparer quelques conseils pour l'examen. Alors, lisez bien votre dossier technique, c'est impératif. Lisez bien la question en totalité, car il y a des hypothèses que vous pouvez rater et qui s'avèrent être la clé de la solution, surtout pour les problèmes de moteur. Supposons qu'on vous demande de calculer PA. PA, c'est grand U grand I plus petit u petit i, qui représente, par exemple, les pertes par excitation. Si vous vous limitez à lire, déterminer PA, et que vous ne lisez pas la suite, alors qu'on vous a dit que les pertes par excitation, qui sont petit u petit i, sont négligeables ou bien sont égales à telle valeur, là, vous allez paniquer, vous n'allez pas trouver petit u et petit i, et c'est grave. Alors, donc il faut lire tout en totalité. Il y a des fois des questions à, disons, 3 questions. Calculer la FCEM et le couple et Keller. Donc, si vous ratez les 2 autres questions, c'est grave. Ne paniquez pas devant un schéma compliqué, parce que jusqu'à preuve du contraire, schéma compliqué égale question facile, et c'est prouvé. Parcourez le dossier pédagogique pour repérer les parties que vous êtes sûr de faire. Travaillez ces parties, puis revenez aux parties qui vous paraissent difficiles. Ceci s'appelle tanouch. Si jamais vous butez sur une question, ne paniquez pas, parce que paniquer vous empêche de répondre, même aux questions les plus faciles. Passez à une autre question. Dans nos épreuves, les différentes parties sont généralement distinctes, et n'oubliez pas que l'élève n'est jamais sanctionné 2 fois de suite. Sachez doser, surtout, entre le temps alloué, que vous allouez au génie électrique et au génie mécanique. Ne sous-estimez aucune question, surtout les plus faciles. Si l'examen ou l'une de ces parties vous paraît facile, ne vous précipitez pas et travaillez aussi lentement et aussi sûrement que pour un examen difficile. Gardez la tête froide devant les situations, devant toutes les situations, pardon, et dites-vous que vous avez bien révisé et que vous êtes capable de résoudre n'importe quelle question. Bonne chance.